Bonsoir et bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h. Ce soir, baptême de feu pour François Hollande à l'Assemblée générale de l'ONU. Le président français a tenu son premier discours devant cet auditoire. Une intervention centrée sur deux points chauds de l'actualité internationale, la crise syrienne et la situation malienne. Plus de détails dans ce journal. Après l'Assemblée nationale, le Sénat s'apprête à donner son feu vert au projet de loi créant des emplois d'avenir pour des jeunes pas ou peu qualifiés. Une priorité pour le gouvernement de Jean-Marc Ayrault qui s'est fixé comme objectif d'inverser la courbe du chômage d'ici un an. Et cela alors que les chiffres à paraître demain seront sans surprise très mauvais. Notre invité politique ce soir, c'est le ministre du Travail, Michel Sapin, dans un instant. La polémique n'est pas prête de s'arrêter après l'étude sur les OGM montrant des rats déformés par des tumeurs. Voici le film Tous cobayes, une nouvelle charge contre les organismes génétiquement modifiés qui sortira demain en salle. Tout comme l'étude du professeur Seralini, ce film aux images glaçantes, vous allez le voir, du réalisateur Jean-Paul Jau risque de déclencher une tempête médiatique et de susciter l'inquiétude de l'opinion publique. Alors que faut-il en penser? C'est le débat du mardi soir. Voilà pour les titres. Merci d'être en notre compagnie ce soir. À la tribune de l'ONU, François Hollande, qui s'exprimait pour la première fois devant cette Assemblée générale, a évoqué les urgences internationales. D'abord, l'urgence syrienne, bien sûr, mais aussi, vous allez le voir, la question malienne et le déploiement sans plus tarder d'une force africaine dans le pays. Tous les détails avec Faustine Saint-Geniès. Un parterre de 120 chefs d'État, une vingtaine de minutes, un maître mot, l'urgence. Pour son premier grand oral à l'Assemblée générale des Nations unies, François Hollande affiche sa fermeté, avec un style qui rappelle celui du débat présidentiel. Nous devons agir, agir pour prendre nos responsabilités, agir pour régler les urgences, la Syrie, la prolifération nucléaire, le Sahel. Agir aussi pour un autre monde, agir, agir toujours. Agir ensemble, soyons à la hauteur de la mission qui nous a été confiée et de l'attente des peuples. Voilà le message de la France. Premier dossier brûlant, la Syrie. Le chef de l'État déplore l'inertie des institutions et les blocages à l'ONU. Il appelle à assurer une aide humanitaire pour les réfugiés et à reconnaître le gouvernement de la Syrie libre dès qu'il sera formé. Autre urgence, la situation au Mali. Des groupes islamistes radicaux occupent le nord du pays depuis plusieurs mois. François Hollande s'engage à soutenir les initiatives pour permettre au Mali de recouvrer son intégrité. Un premier discours qui appelle également à adapter les institutions de l'ONU en élargissant le Conseil de sécurité à de nouveaux membres. Et à la veille des journées parlementaires de l'UMP, François Fillon est venu au Sénat. L'ancien Premier ministre a rencontré les parlementaires UMP dans le cadre de sa campagne pour la présidence de l'UMP. Notre journaliste Aurélien Romano y était. Accueilli comme une star, l'ex-premier ministre est venu compter ses troupes. Soutenu par 85 députés, une minorité du groupe UMP à l'Assemblée nationale, l'équipe de François Fillon revendique un fort soutien au Sénat. 77 sénateurs, une majorité du groupe UMP, alors que tous ne se sont pas encore prononcés. Le but, mobiliser le plus d'élus possible. Le sujet, c'est pas de faire le plein, mais le sujet, par contre, c'est que toute la République se trouve représentée. Que les gens du Nord, que les gens d'Alsace, que les gens d'Auvergne, que les gens du Sud-Est, que les gens de l'Ouest, que les gens du Sud-Ouest, qu'il y ait cette osmose, cette représentation des territoires. Surtout, ces élus locaux sont des relais stratégiques pour le vote des militants. Les députés et sénateurs, ils ont l'onction du suffrage universel et ils ont aussi d'abord cette confiance des militants. Les militants, la clé du scrutin du 18 novembre. Après une dernière photo de famille, François Fillon donne ses ultimes instructions du jour. La campagne officielle débute le 5 octobre. Le gouvernement a beaucoup insisté sur l'urgence de ce texte et les emplois d'avenir qui sont en passe d'être votés au Sénat. Le texte prévoit la création de 150 000 emplois d'ici 2014, dont 100 000 dès l'an prochain. Nous allons parler de ce dispositif dans un instant avec notre invité, le ministre du Travail Michel Sapin. Mais d'abord, à qui justement s'adresse ce dispositif? Élément de réponse avec Cécile Sixou.
Première condition pour bénéficier d'un contrat d'avenir, avoir entre 16 et 25 ans. Certains mineurs en situation de décrochage scolaire sont donc concernés. Objectif, leur offrir une alternative pour intégrer le marché du travail. Pour les travailleurs handicapés, le texte prévoit d'étendre le dispositif jusqu'à 30 ans. Priorité donnée ensuite aux jeunes peu qualifiés ou ayant des difficultés d'insertion. Les 45% de jeunes sans diplôme et au chômage sont donc visés par la future loi, mais aussi les titulaires de CAP ou de BEP. Autre condition, vivre dans une zone prioritaire, c'est-à-dire une zone où le taux de chômage chez les jeunes peuvent dépasser les 22%, soit la moyenne nationale. Sont donc concernés les quartiers difficiles, les zones rurales où l'accès au travail est compliqué et enfin les territoires d'outre-mer qui connaissent des taux records de chômage chez les jeunes jusqu'à 60%. D'ailleurs, pour l'outre-mer, la situation économique est telle que le texte étend les contrats aux diplômés du supérieur. Et l'invité politique du 22h, le ministre du Travail, Michel Sapin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous avez porté et défendu ce texte avec votre collègue, le ministre Thierry Repentin. Le chômage chez les moins de 25 ans atteint les 22%, soit 2 fois plus que la moyenne nationale. Est-ce que ce dispositif des emplois d'avenir est à la hauteur de la situation ? Il répond à un aspect de la situation, il ne répond pas à tous les aspects de la situation. Et il y a d'autres textes qui vont venir, le contrat de génération, il y a d'autres réformes que nous allons mettre en œuvre. C'est une panoplie, c'est un ensemble de mesures qui vont permettre, nous le souhaitons, je le souhaite, de s'attaquer à ce qui est vraiment le cancer de notre société, qui est ce très haut niveau de chômage des jeunes. Vous disiez les jeunes 2 fois plus que la moyenne nationale, 22% des jeunes. Mais si on rentre dans la catégorie des jeunes, moins de 25 ans, qui sont sans qualification, sans emploi, c'est 40%, encore 2 fois plus. Et si on rentre dans certaines zones du territoire, certains quartiers par exemple, on arrive jusqu'à 50 ou 60% qui sont au chômage. Dans l'outre-mer, 60% qui sont au chômage. C'est vraiment le noyau dur du chômage des jeunes et c'est à celui-là qu'il faut s'attaquer aujourd'hui. Vous n'avez pas entendu les critiques émanant de la droite, même si beaucoup ont voté ce texte. Ils parlent d'une goutte d'eau, d'un plâtre sur une jambe de bois, d'une mesurette, alors que la jeunesse était au cœur de votre programme pendant la campagne. Oui, mais la critique, elle vient de l'opposition, parce que quand on est à l'opposition, on critique, je veux bien le comprendre, ça a pu nous arriver dans le passé. Mais je remarque que beaucoup font des critiques intelligentes. Et quand ces critiques intelligentes se traduisent par des amendements, cela permet des améliorations du texte. Ça a été le cas ici au Sénat ? Oui, je constate qu'au Sénat, comme à l'Assemblée nationale, l'ensemble de la gauche soutient et qu'une partie de la droite soutient également. Parce que quand il s'agit de regarder les choses en face, qu'on soit de droite ou qu'on soit de gauche, quand sur son territoire on a une telle quantité, une telle concentration de jeunes dans une grande difficulté, on ne peut pas rester les bras ballants. Donc nous faisons une proposition, c'est une proposition qui rassemble largement, elle ne suffira pas à régler tous les problèmes, mais elle s'attaque quand même à un élément décisif de la situation de la France. Les chiffres du chômage seront donc rendus publics dans quelques heures. Vous aviez déjà annoncé la couleur, très sombre, plus de 3 millions de chômeurs. Pensez-vous vraiment, Michel Sapin, que dans les 12 mois à venir, vous pourrez revenir sur ce plateau et annoncer une inversion de la courbe du chômage 12 mois. Nous travaillerons à cela. Mais juste avant de regarder devant, on va en parler de devant, regardons un tout petit peu derrière les 3 millions de chômeurs auxquels vous faites allusion. J'ai dit que selon toute probabilité, parce que la tendance est ainsi faite, on allait dépasser les 3 millions. Je ne connais pas le chiffre, il sera donné demain. Mais vous devez le connaître. Non, je ne le connais pas, il sera donné demain. Je vois bien la probabilité. Nous étions à 2 980 et quelques 3 millions en métropole ? 3 millions en métropole. Il y a déjà 3 millions de chômeurs. Les 3 millions de chômeurs, qui ont un côté symbolique, ces 3 millions de chômeurs, allez, je vais être caricatural, mais c'est la vérité, Nicolas Sarkozy. C'est ce que nous avons trouvé en arrivant. C'est le signe de l'échec profond de la politique et économique et éducative de Nicolas Sarkozy. Je parle ça parce que la responsabilité, ça fait partie de la politique. Et quand la responsabilité est celle de ceux d'avant, je le dis, à partir de maintenant, c'est notre responsabilité. Nous partons de cette réalité. 3 millions de chômeurs, une hausse du chômage qui est partie, là, qui est lancée, qui ne va pas s'arrêter comme ça du seul fait que nous sommes au pouvoir. Les chômeurs, ce n'est pas le fait que la gauche soit au pouvoir qui va arrêter l'augmentation. C'est les mesures que nous prenons qui peut arrêter l'augmentation et qui peut permettre d'inverser la courbe du chômage. Sur quoi repose ce pari, cet objectif? Est-ce que c'est à la fois de la magie et de la méthode Coué? Ce n'est pas un pari. La méthode Coué, ça ne sert à rien. Le problème, ce n'est pas de nous rassurer nous-mêmes. Ce n'est même pas de rassurer les Français. On n'est pas là en train de faire une promesse. Il n'y a pas d'élection. Pourquoi je promettrais ça? Ça n'a aucun intérêt. Non, c'est un objectif pour se mobiliser, pour que tout le monde se mobilise. Parce qu'on ne peut pas considérer que c'est comme ça une donnée, un élément intangible.
auquel on ne pourrait rien faire. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Agir sur tous les claviers. Il faut une politique européenne de stabilité et de retour à la confiance. D'où l'importance de voter le paquet européen qui est fait de stabilité budgétaire, qui est fait de croissance européenne. Il faut une politique de financement des entreprises, parce que c'est dans les entreprises que la plupart de ces emplois vont se créer, d'où la Banque publique d'investissement. Et il faut, on vient d'en parler avec les emplois d'avenir, une politique en faveur de l'emploi que je porte, parce que c'est mon métier, si je puis dire, de ministre du Travail. Et quand tout cela sera mis en œuvre, je suis persuadé que ceci nous permettra d'inverser la courbe du chômage. Une précision, inverser la courbe du chômage, c'est diminuer le nombre de chômeurs, ou alors, on va rentrer dans le détail, c'est une baisse du rythme d'augmentation? Non, ça c'était Sarkozy, ça. Vous savez, la baisse de la hausse tendancielle. On n'est pas du Sarkozy, ça a changé. Sarkozy, c'était avant. Donc la baisse de la hausse tendancielle, c'est fini. L'objectif, c'est qu'effectivement, on ne va pas jouer sur les mots. Les Français, vous savez, ils ne jouent pas sur les mots. Ils rencontrent les chômeurs au coin de la rue, ou ils les rencontrent chez eux, ou dans leur famille. Donc ils n'aiment pas qu'on s'amuse avec des termes comme ceux qu'avait utilisé Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, le chômage monte. Depuis 16 mois, le chômage monte. À un moment donné, il va falloir que ça s'arrête, et à un moment donné, il va falloir que ça s'inverse. C'est ça la politique et l'objectif que nous menons. Le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé une réorganisation qui devrait se traduire par la suppression de 900 postes d'ici à 2015. Dans votre esprit, Michel Sapin, est-ce que l'État peut empêcher un groupe privé et international de cette envergure à appliquer librement sa stratégie, quelles que soient ses conséquences? Mais la France est un pays où il y a des lois, où il y a des règles qui s'imposent à tous, à toutes les entreprises qui sont implantées sur notre territoire, qu'elles soient françaises, qu'elles soient internationales, implantées en France. Ces lois, elles sont aujourd'hui perfectibles. C'est pour ça que nous avons proposé aux partenaires sociaux de se saisir d'une grande négociation sur la sécurisation de l'emploi. Mais les lois, même d'aujourd'hui, elles considèrent qu'on ne peut pas licencier comme on veut, n'importe comment. Il y a des motifs légitimes de licenciement. Et si une entreprise ne licencie que pour augmenter encore plus, c'est ce qu'on appelle parfois des licenciements boursiers, encore plus sa capitalisation, ses revenus, ce n'est pas un motif légitime. C'est abusif comme plan social? Un juge dirait, si tel était, mais moi je ne suis pas le juge, un juge dirait... C'est l'avis du ministre Arnaud Montebourg, vous avez sûrement un avis sur la question. Il a dit que les propositions qui étaient faites par Sanofi étaient inadmissibles. Je remarque d'ailleurs que les annonces faites par Sanofi ne sont pas celles auxquelles certains s'attendaient, ou qu'eux-mêmes avaient peut-être l'intention d'annoncer. Donc, comme quoi, ils ont pris en compte un certain nombre de remarques qui avaient été faites par le gouvernement. Vous avez parlé des négociations salariales avec les partenaires. Non, pas salariales, entre partenaires sociaux. Entre partenaires qui vont s'ouvrir le 4 octobre. Est-ce que concrètement, il y aura un projet de loi sur les licenciements boursiers pour les taxer, pour les supprimer? Est-ce que c'est écrit noir sur blanc? Oui, bien sûr. Dans la négociation sur ce que nous appelons la sécurisation de l'emploi, il y a plusieurs paquets. Il y a un paquet sur la sécurité, le contrat à durée indéterminée doit redevenir la règle. Il y a d'autres éléments pour permettre l'adaptation des entreprises aux évolutions de la conjoncture. Et puis, il y a un paquet sur le licenciement, parce qu'il faut réformer les procédures de licenciement qui, aujourd'hui, n'apportent pas la sécurité aux salariés, on le voit tous les jours, et en même temps n'apportent même pas la sécurité aux entreprises. Donc les partenaires sociaux ont été saisis par le gouvernement de cette négociation, et s'ils arrivent à un accord, bien sûr, y compris sur ce projet de loi, ils sont saisis de ce point-là. S'ils arrivent à un accord, tant mieux. C'est ce qui permettra d'être transposé dans la loi. S'il n'y a pas d'accord, le gouvernement prendra ses responsabilités et légiférera seul. Justement, vous l'avez entendu, le secrétaire général de CFDT, François Chérec, estime que la négociation, je cite, sur la réforme du marché du travail devrait viser un accord fort en contenu, même s'il n'était pas signé par tous plutôt qu'un accord mou. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Je suis pour qu'il y ait un accord fort, qui est un accord qui porte sur tous les sujets, qui aborde sans tabou tous les sujets difficiles qui jusqu'à présent ont été poussés devant comme un paquet de poussière, comme si ça n'avait aucune importance. Rien n'a été fait au cours de ces dernières années pour apporter de la sécurité ni aux salariés ni aux entreprises. Donc je veux un accord qui soit fort. S'il n'était pas fort, il ne nous engagerait pas. Et je veux qu'il soit avec le plus grand nombre de personnes qui soient signataires. Un accord fort et un accord large. C'est ça l'objectif du gouvernement. Alors, on va écouter la réaction justement du ministre Montebourg sur son rôle dans les dossiers comme PSA ou Sanofi. On l'écoute tout de suite. La différence entre une entreprise comme PSA, qui est une entreprise en difficulté manifeste, qui nécessite des mesures de redressement, et une société comme Sanofi, une entreprise qui réalise des milliards de profits, qui poursuit d'ailleurs et annonce des perspectives de croissance, ce n'est pas la même négociation. Dans un cas, le plan social doit être rétréci, reformaté, rediscuté, renégocié,
est strictement proportionné aux difficultés de l'entreprise. Dans l'autre cas, il s'agissait d'un plan social abusif qui a fait l'objet de recommandations actives, insistantes de la part du gouvernement. Et nous sommes heureux que ces premières recommandations aient été entendues. Que d'explications, presque de justifications, Michel Sapin. Est-ce qu'on est passé de l'illusion? Ne confondez pas l'explication qui est nécessaire de la part d'un ministre avec une justification. Est-ce qu'on est passé de l'État puissant qui montre ses muscles à la réalité de l'État qui fait ce qu'il peut? Mais ce n'est pas l'État qui montre ses muscles. C'est un État qui fait respecter la loi, et quand la loi n'est pas bonne, qui propose de modifier la loi. C'est ce que nous faisons en saisissant les partenaires sociaux. La loi nous y oblige d'ailleurs, les partenaires sociaux, de ces questions-là. Mais il a totalement raison. Quand vous avez une entreprise qui perd de l'argent, qui risque sa peau, et qui risque le licenciement de tous, ce n'est pas exactement la même situation que quand vous avez une entreprise qui gagne de l'argent et qui peut donc à partir de là minimiser les licenciements et maximiser l'accompagnement pour chacun de ceux qui seraient touchés. D'où la nécessité d'avoir un dialogue social dans ces entreprises qui soit sincère, transparent et équilibré. On va finir, si vous le voulez bien, avec une question d'actualité qui gêne un petit peu le parti Les Socialistes. Vous allez me dire si c'est le cas, c'est le droit de vote des étrangers. On va écouter la réaction du patron du groupe PS au Sénat, c'est François Rebsamen. Il était invité de l'émission Preuve par 3. On va l'écouter tout de suite. Si cela permet, je le dis comme cela, si cela permet de démontrer qu'il n'y a aucune volonté manipulatrice d'électorat derrière cela, eh bien pourquoi pas sortie des municipales. Je suis pour le droit de vote puisque je l'ai voté, je l'ai porté des étrangers aux élections locales. Cette proposition que Nicolas Sarkozy avait reprise par 3 fois, qui faisait rassemblement à un moment, nous devons convaincre, c'est une belle formule du Premier ministre, des esprits éclairés, et il y en a au centre et à droite, que ce n'est pas une mesure électoraliste. Il faut repousser le droit de vote des étrangers après les élections intermédiaires? Je sais pas, le sentiment que c'était ce que disait à cet instant vous êtes sûr que vous l'avez bien écouté le président du groupe socialiste. Il a, au Sénat, un texte a déjà été voté. Donc les sénateurs de gauche ont déjà exprimé leur opinion sur ce point. Mais ce qui est vrai, c'est la conviction. Nous sommes sur un sujet qui nécessite qu'il soit partagé, y compris pour des raisons juridiques évidentes, puisque pour modifier la Constitution, il faut 3/5 des membres du Parlement, Sénat et Assemblée réunis. Donc il faut manier la conviction. On n'est pas là pour manier le bâton, on est là pour manier la conviction. Le temps de la conviction, combien? Est-ce que c'est après, clairement, je 2014? ne sais pas. Selon vous? Je ne sais pas. Vous n'avez pas d'avis sur la question? question? Mais je pense que certains, à droite ou au centre, qui avaient déjà exprimé plusieurs fois une opinion favorable à une meilleure intégration des immigrés, parce que c'est ça l'objectif, c'est pas des votes pour des votes. C'est vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui. Mais je le répète, 3/5 du Parlement, c'est pas seulement ceux qui sont au pouvoir, c'est aussi une partie de ceux qui sont dans l'opposition. Et dans ce cas-là, c'est le dialogue et la conviction qui nous permettront, sur une mesure de cette nature, de faire en sorte qu'il y ait une large majorité qui soit favorable. Pour terminer, je voulais vous faire réagir. La une de Libération, vous l'avez sans doute vu, le méchant du gouvernement. De qui s'agit-il? C'est Jérôme Cahuzac. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi méchant? C'est Libération qui dit ça, c'est un terme qui me paraît Est-ce que c'est parce qu'il ait la conscience de la rigueur dans ce gouvernement? Je ne sais pas s'il a la conscience ou il a la rigueur. Il est le ministre du budget et il fait extrêmement bien son travail de ministre du budget. On dit que vous avez eu parfois des échanges tendus, voire virils pour des arbitrages sur le budget. On le dit. Non, mais si c'est pas le cas. Vous étiez? Si c'est pas le cas, vous le dites. Donc ce qui est privé est privé, ce qui est public est public. Donc ça s'est passé en privé. Jérôme Cahuzac est un excellent ministre du budget. Merci Michel Sapin. Restez avec nous encore un moment pour la chronique nette d'infos de Caroline Deschamps. Je sais que ça vous intéresse peut-être, les réseaux sociaux. Bonsoir Caroline. Bonsoir Sonia. Alors ces réseaux, ils sont en surchauffe. Pourquoi? Sonia, comment passer à côté du vrai faux bug de Facebook? Il faut dire que Facebook n'est pas un réseau social comme les autres, puisque ce n'est pas moins de 26 millions d'adeptes en France. Alors que s'est-il passé? Hier, en fin d'après-midi, une journaliste du site Métro, alertée par des utilisateurs, publie un papier révélant que des messages privés publiés avant 2009 étaient désormais accessibles à tous. Scandale, bug, le mot est lâché, les réseaux s'emballent, Le Monde, 20 minutes et une bonne partie de la presse relaient l'info. D'autres journalistes et spécialistes du web, eux, se mettent à douter. Bref, c'est la surchauffe. Tant et si bien qu'outre-Atlantique, Facebook se défend, je cite, de toute atteinte à la vie privée et affirme que les publications mises en cause sont, je cite, en réalité d'anciens messages postés sur les murs qui ont toujours été visibles sur les profils des utilisateurs
utilisateurs. En tout cas, des explications jugées insuffisantes aux yeux du gouvernement français qui demande des éclaircissements. Des représentants de Facebook ont d'ailleurs été reçus aujourd'hui par la CNIL. Et Fleur Pellerin, la ministre de l'économie numérique, elle attend un message plus clair du réseau social. Elle était interrogée par iTélé. Regardez. La direction de Facebook est aujourd'hui incapable de nous donner la moindre explication sur ce qui s'est produit hier soir ou hier en fin d'après-midi. Est-ce que vous conseillez aux internautes qui découvriraient que leurs messages privés ont été rendus publics de porter plainte ? Oui, absolument. Si jamais il y a vraiment la certitude que des messages privés ont été rendus publics et qu'il y a donc rupture des conditions de confidentialité qu'ils ont signées en ouvrant un compte sur Facebook, je leur conseillerais bien sûr de porter plainte. C'est inadmissible. Et au final, Carole, il y a bug ou il n'y a pas bug? Alors difficile à dire, mais un bug sans doute pas. Pour l'heure, il n'y a pas de preuve irréfutable. En effet, comment se souvenir aujourd'hui des messages qu'on aurait postés en 2008? Est-ce qu'ils étaient privés? Est-ce qu'ils étaient visibles? Toujours est-il que les conditions d'utilisation et les clauses de confidentialité de Facebook ne sont pas toujours faciles à comprendre pour l'internaute lambda. Et puis depuis 2008, de nombreuses fonctionnalités ont changé. Et il y a 4 ans, il y avait beaucoup moins d'utilisateurs. En gros, on parlait avec son papa, sa maman, ses amis dans un cercle assez restreint. Aujourd'hui, le profil se présente sous la forme d'un journal, la fameuse timeline. Un journal, il faut le dire, qui n'a rien d'intime. Alors, il faudrait peut-être rappeler aux internautes que les réseaux sont sociaux et que donc il faut rester prudent sur la notion de vie privée. Alors, bug ou hallucination collective, le débat n'est pas complètement tranché, puisque à l'heure où je vous parle, il y a toujours des internautes, Sonia, qui croient dur comme fer au bug, donc à la première hypothèse. D'autres, comme toujours sur les réseaux, préfèrent en rire, à l'image de Benoît Galeret qui tweet, je cite, nouveau bug sur Facebook. Si vous regardez la photo de profil de vos contacts, en clignant très vite des yeux comme ça, vous les voyez tout nus. Attention Sonia, la blague de potage pourrait vite conduire à l'emballement médiatique. Michel Sapin, il paraît que vous n'êtes pas du tout réseaux sociaux, pas de Facebook, pas de Twitter. Vous avez un téléphone portable, rassurez-nous. Oui, vous voyez, ça ne m'empêche pas de m'exprimer devant vous, et sans prendre le moindre risque que quelque chose dit en 2008 s'affiche aujourd'hui en 2012. Les messages restent privés, donc. Et oui, on a quand même dénombré sur Facebook, puisqu'on a été chercher, si vous avez 20 Michel Sapin. Donc vous avez des homonymes en tous les cas. Oui, c'est pas des... Attention à ce qu'il tweete, il tweete beaucoup sur la politique. Etc. Non, donc pas de Twitter. Non, Twitter, alors là, c'est encore plus dangereux. Bon, je l'ai dit, c'est dangereux. Voilà, merci beaucoup Michel Sapin. Alors pour expliquer ce qu'est Twitter. Merci. Autre sujet, la suite du 22h. Restez avec nous dans un instant, c'est le débat du mardi avec cette question. Faut-il avoir peur des OGM? Avez-vous peur d'ailleurs des OGM? Vous avez sans doute découvert la semaine dernière les résultats effrayants d'une étude pratiquée sur des rats. Demain, en salle, vous pourrez découvrir un film, une nouvelle charge contre ces organismes génétiquement modifiés. Alors tout cela déclenche une tempête médiatique, mais doit-on vraiment s'en inquiéter? On en parlera avec nos invités dans un instant, mais d'abord, c'est le tour de l'info de Mounir Souci. Rien de tel qu'un anniversaire pour réunir la famille. La gauche sénatoriale n'échappe pas à la règle. Après les divisions entre verts, socialistes et communistes autour du traité budgétaire européen, les sénateurs de la majorité se sont retrouvés autour de quelques bulles pour célébrer la première année de la prise du Sénat, l'occasion aussi de rappeler des devoirs essentiels. Chacun prend ses responsabilités. Moi, j'en appelle à la responsabilité ultime, qui est celle de soutenir le président de la République. Et pour soutenir le président de la République, il faut voter oui au traité, parce que c'est un oui de soutien. Je ne connais pas de non de soutien. Les pensionnaires du Palais Bourbon vont subir une légère diète. Claude Bartolone annonce le gel du budget de l'Assemblée nationale. Pendant 5 ans, les dépenses devront rester stables. Toujours pour faire plus d'économies, le président de l'Assemblée a décidé de baisser de 10% l'indemnité de représentation des élus, qui passera de 6 412 à 5 771 €. Cette enveloppe s'ajoute au salaire des députés et leur permet de couvrir les dépenses non remboursées dans le cadre de leur mandat. Total a bien une responsabilité pénale dans le naufrage de l'Erika et la pollution entraînée par l'accident. La Cour de cassation confirme la condamnation du groupe pétrolier et lui inflige une amende de 375 000 €. Mais l'enjeu de la décision était plus que financier. En 1999, le navire avait coulé en dehors des eaux françaises. Un débat juridique s'était alors ouvert pour savoir si la justice parisienne était compétente. La réponse est oui.
C'est aussi un signe très important aujourd'hui où il y a tant de plateformes en mer, de plateformes offshore qui pourraient avoir des accidents. Eh bien, c'est un signe qui leur est adressé. Si vous avez un accident et que vous en êtes responsable, vous paierez les dommages sur la côte, même si c'est très loin de la côte. Et si le premier adversaire de Mitt Romney était Mitt Romney lui-même? Auteur de plusieurs gaffes durant cette campagne, le candidat républicain récidive en revenant sur une mésaventure arrivée à sa femme. Il se demande tout haut pourquoi on ne peut pas ouvrir les hublots dans les avions. Après que Ann Romney a été incommodée par des fumées pendant un vol, alors blague ou pas, en tout cas pour répondre à l'homme politique américain, à 10 000 mètres d'altitude, l'air est irrespirable et la dépressurisation de la cabine aurait causé plus qu'une quinte de toux à son épouse. Dans le dessin du jour, Plantu revient sur le bug de Facebook et imagine la page de Cécile Duflot accro aux réseaux sociaux. La ministre écologiste est coincée entre son devoir de fidélité au gouvernement et la ligne de son parti après le refus des Verts de voter le traité budgétaire européen. Le dessinateur laisse entendre qu'elle a été trahie, mais ne précise pas si c'est par la technologie ou par les siens. Une étude du professeur Seralini qui a fait beaucoup de bruit et maintenant un film qui sortira demain en salle, Tous cobayes, une nouvelle charge contre les OGM, alors coup de pub ou véritable scandale sanitaire. Notre débat dans un instant, mais d'abord cette question, savons-nous vraiment ce qu'il y a dans nos assiettes? Peut-être pas, on voit tout cela avec Sophie Normand. Tous les jours, nous consommons des OGM sans le savoir. Ils sont dans les biscottes, les céréales, les chips, les plats cuisinés notamment. À partir de 0,9% d'ingrédients génétiquement modifiés, les fabricants ont l'obligation depuis 2004 de le signaler par une étiquette. Mais en rayon, pas de trace de ces produits estampillés OGM. Effectivement, on a du mal aujourd'hui à les trouver dans les rayons parce que les consommateurs, il y a quelques années, ont marqué leur désapprobation vis-à-vis des OGM et donc les grandes enseignes se sont alignées sur l'avis des consommateurs et ont retiré des étals ces produits qui sont censés être étiquetés. L'étiquetage, une solution dissuasive qui, sans les interdire, a conduit à faire disparaître des supermarchés les OGM volontairement intégrés dans les produits. Se développe à l'inverse peu à peu un étiquetage sans OGM. Objectif, rassurer le consommateur. En France, c'est possible depuis le 1er juillet 2012 d'avoir un étiquetage sans OGM pour que les producteurs qui souhaitent valoriser leur production sans OGM utilisent un tel étiquetage. C'est le cas par exemple avec ce maïs qui a donc cette appellation qui est inscrite ici. Ce maïs donc doux ne contient pas d'OGM, il est sans OGM. Ce seul étiquetage ne suffit pourtant pas à apporter aux consommateurs toute l'information nécessaire. La partie immergée de l'iceberg, c'est la consommation d'OGM indirecte qui passe par l'alimentation animale et que l'on peut retrouver dans les œufs, le lait et la viande. Si les cultures transgéniques sont interdites en France, l'importation d'une trentaine d'OGM est autorisée. Elle concerne le maïs, mais aussi le colza, le soja, le coton et la betterave. Ces fameux ingrédients dits dérivés d'OGM dont on trouve des traces dans les produits de grande distribution. 80% des animaux d'élevage consomment des céréales qui en contiennent. Problème, le consommateur n'est pas averti. Il n'y a pas de garantie européenne, il n'y a pas d'obligation à signaler le fait qu'une viande a été nourrie avec des OGM, qu'une vache a été nourrie avec des OGM, qu'un cochon, que des poules ont été nourries avec des OGM. Vous pouvez très bien nourrir vos animaux avec des tourteaux de soja qui sont importés du Brésil et des États-Unis majoritairement. À partir du moment où vous les importez, vous n'avez pas à dire qu'ils ont été OGM et qu'ils ont servi pour l'alimentation de votre bétail. Une lacune dans la loi française à laquelle France Nature Environnement notamment souhaite que l'on remédie. Ce qu'on demande nous, c'est que le consommateur puisse exercer son droit à choisir. Je veux moi, en tant que consommateur, savoir si le steak que j'achète a été nourri aux OGM ou non. L'étiquetage obligatoire de la viande, cette solution permettrait de combler les lacunes en matière d'information qui existent aujourd'hui dans la restauration collective. Et nos invités pour parler de ce sujet important, Bruno Sido, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénateur UMP de Haute-Marne, merci d'être avec nous. Avec nous également Philippe Joudrier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président du conseil scientifique de l'Association française des biotechnologies végétales et vous êtes l'auteur de ce livre OGM, pas de quoi avoir peur, aux éditions Le Publieur. Avec nous également Jean-Paul Jaude, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le réalisateur de film Tous cobayes qui sortira demain, c'est bien cela? Demain salle. Mercredi. Exactement. Et avec nous également Ronan Dantec, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur Europe Écologie Les Verts de Loire-Atlantique. Alors messieurs, quel que soit votre avis sur les OGM, pro ou anti, quel que soit votre avis sur l'étude scientifique du professeur Seralini, est-ce que vous vous réjouissez que ce débat soit sur la place publique? Est-ce qu'il faut en parler? Il fallait en parler?
Allez-y. Je commence. Allez-y, prenez la parole. Écoutez, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de débat. Ça fait 17 ans que ce débat dure et il a été biaisé dès l'origine en disant que, en posant un postulat, les OGM sont dangereux. On se demande bien pourquoi. Par quel miracle pourrait-il être dangereux par rapport à n'importe quelle autre création variétale? Je voudrais relever, toute la construction du discours s'est faite à partir de ça. Mais en fait, par rapport au petit reportage que nous venons de subir, rien n'est juste. La formulation n'est pas bonne. Pourquoi? Aucun animal n'est nourri avec un OGM. Il n'y a pas de traces d'OGM dans ce que consomment les animaux? Non, non, non. Il n'y a pas de bétail qui consomme... Vous savez ce que veut dire le O de OGM? Organisme. Ah, très bien. Oui. Et vous croyez qu'on nourrit les animaux avec un organisme? Bon, c'est les PGM, vous les jouez sur les mots, c'est plantes génétiquement modifiées, c'est ça? On leur donne quoi à manger? Vous êtes d'accord, PGM, ça veut dire quoi, monsieur? On leur donne du corn gluten free. PGM, ça veut dire quoi? Plantes génétiquement modifiées. modifiées. Donc vous pensez que les animaux n'en mangent pas et qu'on ne retrouve pas de ces ce que je veux dire, assiettes? c'est que d'un point de vue sémantique, on ne mange pas d'OGM. On mange des produits fabriqués, issus préparés à partir de PGM. On peut être sérieux au Sénat. Ça va très loin, ça va très loin. On est souvent sérieux, vous inquiétez pas, allez-y, prenez la parole. Ça va très loin. Alors, qu'est-ce que un OGM? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est une plante, c'est une éponge à pesticides? Non, je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a des OGM qui fabriquent eux-mêmes des plantes, pardon, pas des OGM, des plantes génétiquement modifiées, qui fabriquent elles-mêmes leurs pesticides? Vous êtes d'accord ou pas? Oui, mais... Ah bon, d'accord, vous êtes d'accord. Alors ensuite... Pourquoi vous faites une catégorie spéciale avec les OGM? Mais attendez, je voudrais que le téléspectateur comprenne. Parce que là, monsieur, vous êtes en train de noyer de poisson. Je voudrais juste qu'il comprenne. On m'a donné... Attendez, je vous pose des questions. Tous les organismes vivants produisent des pesticides. Allez-y, et on va aller sur d'autres aspects. Je vous pose des questions, vous répondez par oui ou par non. Tout le monde veut prendre la parole. Je ne suis pas là pour poser des questions, mais pour répondre aux questions qui nous sont posées. Non, parce que monsieur est un scientifique, je ne suis pas un scientifique, je suis un cinéaste. Donc, vous ne faites pas de cinéma, on n'est pas là pour ça. Mais vous élevez le débat, monsieur, c'est bien. Allons-y, messieurs, pour le téléspectateur. Ce que je voudrais, c'est que le téléspectateur comprenne bien. Donc, c'est pour ça que je vous pose ces questions. C'est pas parce que je suis ignare, monsieur le député. C'est parce que je voudrais... Monsieur le sénateur, je voudrais que le téléspectateur comprenne bien. Oui. Donc, vous êtes d'accord qu'il y a des plantes génétiquement modifiées qui fabriquent leurs pesticides? Oui ou non? D'accord. Comme tous les organismes vivants. La question des pesticides par des molécules chimiques de synthèse. Pas du tout. Non, ça va pas. Non, ça va. Attendez. On a compris vos deux positions. Non, c'est-à-dire que un OGM est une éponge à pesticides. Non, ce n'est pas vrai. Ce sont des plantes qui sont capables de tolérer, et non pas de résister aux pesticides, de tolérer le maximum de pesticides. Le maximum de pesticides, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des plantes que le consommateur, ce sont les plantes qui sont le plus imbibées de molécules chimiques.